Après, les domaines de compétences, il y en a d'autres. On peut un peu plus multimédia, on va dire. Donc voilà le sommaire ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'historique du logiciel libre, ça a commencé par des chercheurs en fait qui ont créé Internet entre guillemets. Et eux, ils se partageaient le code source sans réelle licence, même des licences pas très restrictives. Et pour eux, c'était normal de s'échanger entre chercheurs des recettes qu'ils avaient trouvées. Et l'anecdote de Richard Stallman, celui qui a fait la licence GPL, c'est qu'en fait, ils travaillaient à la Silicon Valley. Et ils avaient une imprimante, quand elle avait des problèmes, ils avaient le code source, donc ils modifiaient un petit peu le driver de l'imprimante et elle repartait. Et un jour, il y a une grosse entreprise qui a amené une imprimante, le code source était propriétaire, donc pas disponible. Et quand ils avaient un problème, ils étaient à la hotline avec l'entreprise. Et il avait un collègue à lui qui travaillait dans cette grosse entreprise, et il l'a appelé, il lui a dit on a cette imprimante et on n'arrive pas à se dépatouiller, est-ce que tu peux me donner le code source? Et lui, il avait signé une clause de confidentialité, donc il ne pouvait pas. Ça a un petit peu énervé Richard Stallman, qui du coup a monté la Free Software Foundation pour justement éviter ce genre de situation, pour que on ait des systèmes totalement open source. Là qu'a commencé le terme open source. Linux est apparu sous cette licence, on va dire, grâce à Internet. C'est l'étudiant finlandais Linus Torvald qui a envoyé un mail à beaucoup de gens. Voilà, j'essaye un nouveau système d'exploitation, j'essaie d'en créer un. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai commencé? Et là, quelques heures après, déjà, il y avait des retours d'une personne qui disait moi je peux apporter un driver pour cette carte graphique, etc. Et grâce à Internet, Linux arrive maintenant à maturité. Donc ça, c'était en 91-92. On peut dire que le logiciel libre existe grâce au net, mais qu'Internet existe grâce au logiciel libre. Parce que tout ce qu'a été toute la structure, c'est du protocole qui n'est pas propriétaire, le HTTP, le FTP, le mail, etc. Donc qu'est-ce que fait Linux? En fait, c'est un noyau. Donc c'est lui qui va gérer une clé USB, le clavier, et plus haut on a la couche logicielle qui va faire l'interface avec l'homme en fait. Donc après on a des distributions. La distribution c'est le package qui fait la différence. Linux en fait c'est le noyau et par-dessus on a un paquet de logiciels qui va faire qu'une distribution est différente par rapport à une autre. Et on va l'utiliser suivant les corps de métier. Si on veut de l'embarquer par exemple, on ne va pas prendre un truc avec une interface graphique, etc. On choisit sa distribution vraiment en fonction de son métier. Et il y en existe énormément. Donc Debian c'est la plus communautaire, on peut dire la plus stable et la plus sécurisée entre guillemets. Mais surtout c'est grâce à son gestionnaire de paquets APT qui a eu un gros succès. Parce que ce gestionnaire, il est capable en une ligne d'aller chercher le logiciel, toutes les dépendances, et d'avoir le logiciel prêt à l'emploi très rapidement, comparé à certaines distributions où il faut se renseigner à l'avant, les librairies qui vont fonctionner, les versions suivant la distribution qu'on a, etc. Donc là, on gagne énormément de temps et grâce à cet outil, on peut faire des mises à jour très rapidement. Alors au niveau modèle économique, donc les avantages du modèle libre, c'est que, étant donné qu'on ne paye pas de licence, on peut investir le budget dans des prestations, dans la formation, dans le matériel. Et c'est pas négligé parce que quand on a 60 postes sous Windows,
Ça fait 60 licences, plus 60 antivirus, plus 60 Office XP si on ne prend pas OpenOffice. Donc ça peut combler la difficulté de la formation. Donc il y a aussi une liste exponentielle de logiciels. Ça n'arrête pas de grandir parce qu'il y a plein de projets qui se lancent, soit des étudiants, soit des entreprises qui ont besoin à un moment donné de créer un logiciel et qui redonnent les sources pour que ce logiciel évolue et soit amélioré. L'intérêt aussi, c'est qu'on n'achète pas la sécurité, les mises à jour elles sont gratuites. Donc, dès qu'il y a une faille de sécurité qui a été corrigée, on en profite tout de suite. La prise en main elle est assez rapide. Sur Ubuntu par exemple, on parle seulement d'Ubuntu, parce qu'après, comme on l'a dit, il y a des distributions plus ou moins compliquées. Mais il ne faut pas s'attendre à un clone de Windows. La plupart du temps, les gens qui n'ont jamais fait d'informatique s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils adhèrent tout de suite à la logique Linux plutôt qu'à la logique Windows. Les gens qui viennent de Windows, ils changent leur habitude et des fois, il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Donc un autre avantage aussi, c'est que ça ne s'encrasse pas, on n'a pas les pièges, les spyware, tous les pièges, les petits programmes soi-disant gratuits qu'on peut avoir sur Internet, qui vont sans qu'on s'en rende compte nous installer des petits processus qui vont ralentir notre machine et nous afficher des fenêtres de publicité quand on navigue sur le net. Donc ça, on est dans le modèle libre, donc tout le monde voit le code source. Et ça, c'est pas possible si on télécharge des paquets certifiés. La communauté va tout de suite voir, lui, il essaie de faire sa pub, il met un petit espion, ça, c'est pas possible. Donc on a quelque part de l'informatique propre. On n'a pas à se poser de questions. Et donc 6 mois après, si on a fait ça, si on a fait dans les règles, l'ordinateur il tourne toujours aussi vite. Évolution, donc le remplacement d'une machine. Là, je peux prendre le disque dur de mon portable, le mettre dans celui-là. En dur démarrage, je continue. J'ai fait évoluer ma machine. Mon ordinateur est trop vieux, j'en achète un nouveau. Si j'ai pas envie de m'embêter, que j'avais beaucoup de configurations, Apache, etc. Je vais prendre le disque dur, je vais le mettre dans l'autre. Linux va détecter le nouveau processeur, tous les nouveaux composants, et il va gérer ça en fonction. Windows, ça je ne crois pas que ce soit possible, j'ai essayé 2-3 fois, ça fait nouveau matériel détecté, puis écran bleu. Donc ça c'est vraiment intéressant pour l'administrateur réseau qui va dans 5 ans changer le serveur. Il n'est pas forcément obligé de tout reconfigurer ce qu'il a déjà fait. Alors les inconvénients du modèle libre, c'est que les constructeurs ils donnent rarement les spécifications. Donc on parle sur du grand public parce que maintenant c'est vrai que les serveurs d'entreprise, Linux a plus à faire ses prods en serveur. Sur Internet, il y a énormément de serveurs qui sont en Linux. Mais par exemple, pour le grand public, une carte Wi-Fi, il y a des spécifications complètement différentes et quand il n'y a pas des spécifications pour les développeurs, ça peut être très difficile de faire un driver en reverse engineering, c'est-à-dire qu'il balance un signal dans le circuit, il en sort une information, puis le gars il déduit, ça doit se passer comme ça. Donc voilà comment il y en a qui travaillent. Et donc cet état d'esprit des constructeurs il est en train de changer, parce qu'il y a des grands groupes comme ATI qui s'est fait racheter par AMD, qui vont publier des drivers libres pour l'accélération 3D. Et donc Intel a déjà fait ça, on voit qu'ils gagnent des parts de marché grâce à ça et que ceux qui ne le font pas maintenant perdent des sous. Sinon par manque de certains logiciels équivalents, AutoCAD par exemple, s'il était disponible même en version propriétaire sous Linux, ça permettrait à certaines entreprises de passer totalement sous Linux. Donc avec tous les bénéfices. Donc là on passe toujours sur une distribution qui est basée sur Debian. Donc c'est un milliardaire sud-africain qui la supporte commercialement.
donc il récupère les sous par le support, il vend un support aux gens qui en ont besoin. Alors le but de Ubuntu c'était en gros d'améliorer de rendre Debian plus multimédia. Parce que Debian, c'est vrai que par défaut, elle n'est pas forcément configurée pour accéder les clés USB, ça peut être une raison de sécurité. Le débutant va pas trouver comment reconfigurer ce truc facilement. Et donc voilà, grâce à Ubuntu, on arrive à la puissance de Debian avec du multimédia. Pour installer Ubuntu, on télécharge, on a commandé son CD, on démarre l'ordinateur avec le CD dedans, on choisit sa langue, on lance. On peut déjà naviguer, on a un live CD, c'est-à-dire que c'est une démo. On peut se promener dans les applications qui tournent avec la puissance du lecteur et de la RAM. Et si on veut l'installer, on a un icône install tout simplement. Donc là on clique, il nous pose quelques questions. La langue en premier, la localisation. Le clavier il est déjà sélectionné. Le nom d'utilisateur et là je t'arrête. Si tu mets un double boot, ça m'est arrivé ce week-end. Il te demande Windows. Après. Il te demande. C'est là à la limite que si on veut garder son Windows, ça va être un peu compliqué. Non, c'est juste avant. Il te met qui garde les paramètres. Oui, si tu as fait un admin ou déjà 2 sessions sur Windows, tu peux les importer directement sur Ubuntu. Bon là, disons que si on n'a pas de Windows et qu'on a un ordi dédié à Linux, on utiliser tout le disque. Ouais. Et puis c'est fini là. Disons que si on veut mettre Windows derrière, Linux derrière Windows, c'est la seule difficulté pour un débutant, on va dire, qu'il faut comprendre ce qu'est un partitionnement de disque dur. Voilà. Alors pour Ubuntu Debian, ajouter des programmes, donc on a la méthode graphique. En gros, on fait le système, administration et on a le gestionnaire synaptique. Donc c'est une tâche d'administration qui me demande un mot de passe administrateur. Et là j'ai environ 18 000 applications. Et tu vas aller chercher où 18 000 ? J'ai un moteur de recherche. Par défaut, il y a les serveurs sont indiqués. Donc là, j'ai déjà installé, mais en partant du principe qu'il n'y a pas VLC. Là, si je voulais sélectionner le plugin Alisa pour VLC, je fais sélectionner pour l'installation, appliquer. Il va télécharger sur les serveurs Ubuntu, il l'installe, etc. Donc si par exemple je faisais ça pour installer VLC, tout de suite après, dans son vidéo, j'ai ça qui est apparu. La méthode, pourquoi c'est bien pour le débutant et l'expert, c'est que l'expert il va faire une commande apt get install VLC qui va lui éviter tout ce chemin vers l'interface graphique. Bon là, il faut que je mette sudo avant parce que c'est une tâche d'administration. Donc voilà ce qui est intéressant quand on a du serveur, on n'a pas besoin d'interface graphique, on n'a pas besoin d'installer toutes ces applications. Et qui dit moins d'applications dit moins de risque de faille de sécurité. Alors le plug and play, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au changement de disque dur, c'est que les pilotes, tout est dans le noyau. On n'a pas, quand on achète une imprimante ou un matériel, on n'a pas à prendre le CD et le logiciel de l'éditeur du matériel pour un appareil photo. Par exemple, si on a 3 marques d'appareils photo, on ne va pas, comme sous Windows, passer les 3 CD pour gérer ses photos, etc. Si les 3 appareils sont supportés, on utilise le pilote dédié à l'appareil et après on a un logiciel
qui va nous permettre de voir nos photos. Donc, il y en existe plusieurs après, si on n'est pas... On a le choix entre plusieurs logiciels, et l'intérêt c'est voilà, d'avoir un logiciel pour tout. La possibilité de changer de machine, donc là, ça je le répète, hein, le fait qu'il détecte tout seul les nouveaux matériels. Si on, juste par rapport à ça, si on fait en fait une copie en fait du système avec part image par exemple, et puis qu'on le restitue sur une autre machine, ça repart? Ouais, c'est fait pour ça, part image. C'est-à-dire que si les disques durs sont bien nommés, on va dire, il n'y a pas de problème, quoi. Après, il faut peut-être refaire le secteur de boot quand même, mais il y a des CD qui permettent de démarrer une partition qui a plus de secteur de boot et de la recréer après. Donc on a vraiment, on a vraiment les mains dedans, quoi. On peut vraiment tout récupérer, quitte à récupérer que les données. Alors au niveau logiciel disponible, il ne faut pas chercher, comme on disait, à faire tourner AutoCAD. Pour l'instant, il faut trouver des équivalents. Donc là, en image, on a GIMP, qui est un clone de Photoshop. On a Inkscape, qui est un clone d'Illustrator. Et Blender, qui va remplacer 3D Studio Max. Donc on va montrer, par exemple, GIMP. Voilà. Donc on a des fenêtres qu'on peut personnaliser, hein, si on veut un onglet. Et tu vois que là, dans GIMP, il n'y a que la version RVD. Il y a un support du... Est-ce que tu peux noter sur Metagena? Ouais. Mais il est à moitié supporté, je crois. Je sais qu'ils pour l'instant, ils sont appareillés. Mais on peut pas. Ben là, si je fais ça, par exemple, là, j'ai une impression. Donc après, le détail à la sortie d'impression, je ne sais pas, mais c'est possible de rentrer les bonnes couleurs et de les sortir à l'imprimeur, normalement. Bon, déjà bosser en RVB, j'arrive pas. Donc... Mais après, voilà, on a le même système que Photoshop, ça c'est pas l'histoire de l'école que l'histoire de tracé. On a les masques, on a les chemins, on a tout. Oui, j'ai déjà vu. Après, bon, il y en a qui diront que Photoshop est plus puissant, mais bon, déjà s'ils arrivent à trouver les limites de GIMP, moi à mon niveau ça me convient très bien pour faire du web design. Et du web. Pas du web, même du print, hein. Moi j'en connais qui font du print avec. Hein. Ouais. Après, si on veut vraiment faire du print, de toute façon, on ne prend pas Photoshop, on prend plus Illustrator. Si, on fait Photoshop. Si on envoie un imprimeur et qu'on veut faire des affiches, le plus souvent on travaille en vectoriel. Donc, tu travailles avec InDesign ou Express? Là c'est du vectoriel. C'est l'équivalent d'InDesign et Quark Express, c'est Scribus en fait. On travaille en vectoriel. Donc là par exemple, la carte de visite. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le vectoriel, l'intérêt c'est de pouvoir... c'est du mathématique, c'est plus du pixel, donc on peut zoomer. Et tu fais un tableau poste comme tu fais une affiche paramétrique avec le même fichier. Donc voilà, on peut faire des dégradés vectoriels, etc. Donc c'est assez, on va dire... c'est assez proche d'Illustrator. Maintenant, est-ce qu'on peut récupérer l'Illustrator? Je sais qu'il peut apporter pas mal de choses. Hein. Donc on a la I. Après, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait par rapport au format fermé. Hein. C'est du PDF. Ils font un petit peu du reverse engineering.
Donc c'est un peu comme OpenOffice, quand on enregistre en .doc, des fois les tableaux sont un peu décalés. Donc c'est le même principe. Je vais continuer, on verra s'il y a des questions à la fin. On en parlait de Blender. Alors Blender, on peut dire que Firefox est au web ce que Blender est à la 3D en fait. Blender c'était un logiciel qui était gratuit, mais open source, et il allait couler en fait. Et plutôt que de laisser mourir, l'éditeur a proposé de vendre les sources pour rembourser ses actionnaires. Et il y a Pixar qui a mis une grosse partie libre. Et du coup, c'est devenu un logiciel libre. Et maintenant, c'est les références du logiciel de 3D libre, avec une optique complètement différente comparée aux autres. C'est-à-dire qu'on a une main sur le clavier, une main sur la souris, et on est beaucoup plus productif que les autres. Par exemple, là, j'appuie sur S comme scale, je le bloque en X, Y. Donc, une fois, c'est un peu déroutant au début, mais une fois qu'on a lu le premier chapitre de la documentation, on arrive à être très productif, puis on s'aperçoit que c'est quand même assez évolué. Alors moi, ce que j'ai réussi à faire, par exemple, des tests de simulation de fluide. Donc on voit que c'est quand même du professionnel. Moyen de faire. Ils s'en sont servis dans Spider-Man, je crois, pour justement ces histoires de fluide. Par exemple, une petite vidéo que j'avais fait. Donc voilà, déjà, il y a plein d'autres logiciels pour l'image, pas trop le temps. Dans le son, il y a aussi Ardour, qui est l'équivalent de Pro Tools. Pour ceux qui connaissent, c'est un enregistreur multipiste qui est vraiment costaud. Donc ça, je ne le maîtrise pas du tout parce que c'est très axé professionnel. On a Audacity qui est l'équivalent de SoundForge. C'est un éditeur de son, on peut normaliser son son, faire des coupures sur le signal, les sortir en wave, en MP3, en audio. Pure Data, c'est un langage de programmation pour musiciens, on peut dire. On fait des schémas, on fait des tests acoustiques, ça aussi c'est très axé expert. Et Hydrogène, c'est une boîte à rythme qui peut être couplée à Ardour par l'intermédiaire d'un démon qui s'appelle Jack D. Jack D, c'est un démon où on peut brancher plein de logiciels et faire des sorties, rebrancher, etc. C'est une table de mixage logiciel très puissante. Donc on peut voir par exemple Audacity. Hop, c'est la première fois que je le lance. Donc, si j'ouvre ce format de musique qui est un format libre, le GG Voice, qui est même qualité que le MP3, est 2 fois moins lourd. Donc on voit là, si je sais pas si le son. Là, si je peux mettre un petit coup de doigt. Voilà, ça c'est intéressant quand on a des CD, on se fait une compile, on a un morceau qu'on n'aime pas, on enlève, ça fait. On peut exporter dans d'autres formats. On peut normaliser quand c'est écrété, etc. C'est vraiment le petit couteau suisse, on voit tous les effets. Parcours, je l'ai pas installé. Hydrogène.
Ça boîte à rythme en MIDI. Ça dépend du synthétiseur de sa carte son. Et on peut l'envoyer à l'enregistreur multipiste, enregistrer une guitare par-dessus, etc. Donc voilà, on est en train de faire le tour de plusieurs domaines. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de logiciels équivalents. Là, on a Videmux qui est capable qui est le couteau suisse de la vidéo, qui va pouvoir sortir en XB, en DivX, on va pouvoir faire des cuts. Une vidéo qui est un peu sombre, on va pouvoir lui mettre un filtre pour comme on ferait sous Photoshop, pour qu'elle soit plus lumineuse. On a des outils pour graver, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je vais repartir sur la vidéo. Donc, on a Kino qui fait du DV. On va dire que c'est un logiciel amateur, mais qui peut dans certains cas être utilisé en professionnel. On branche un caméscope DV, on peut faire des transitions vidéo, des transitions audio. Le minimum, on va dire, sortir en MPEG, pareil, sortir en format DVD et après utiliser un logiciel comme Man DVD qui va permettre de faire des menus, etc. Transcode, c'est quelque chose d'assez puissant qui va pouvoir, en ligne de commande, convertir plusieurs formats de fichiers en d'autres. FFmpeg aussi, c'est un couteau suisse. DVGrab, c'est ce qu'utilise Kino pour récupérer ce qui sort d'un caméscope DV, etc., etc. Et sinon, on a Ubuntu Studio qui est arrivé il y a quelques temps, qui est une Ubuntu retrafiquée pour le graphisme, la musique et la vidéo. Donc un noyau avec une faible latence pour la musique, le temps où on frappe une note et qu'elle arrive à l'ordinateur, donc noyau optimisé, avec les Ardour 2 à la place de Ardour 1 qui est disponible sur Ubuntu. Donc voilà, on voit que même c'est pas vraiment un fork, puisqu'ils suivent l'évolution d'Ubuntu elle-même. C'est un projet en parallèle comme Ubuntu et un projet en parallèle de Debian. Il y a des retours dans chaque distribution. Le traitement de texte, bon, ne présente plus OpenOffice. On a AppyWorld aussi qui est disponible sous Linux. La messagerie, on a Evolution qui ressemble à Outlook. Thunderbird, on peut lui rajouter, Thunderbird n'a pas d'agenda par défaut, il fait juste du client mail, mais on peut lui rajouter une extension qui va lui donner un agenda. C'est Lightning ou c'est Lightning maintenant. C'était Thunderbird au début, je crois. Thunderbird, c'est quoi? C'est la version indépendante, et puis c'est Lightning quand c'est intégré dans Thunderbird. Voilà. Comme ça marche bien. En navigateur web, pareil, Firefox très populaire. Il faut savoir qu'il existe aussi Opera, Conqueror et plein d'autres. En peer-to-peer, on a l'équivalent d'Amul, ça s'appelle Amul. On a Azureus qui est un client BitTorrent et Deluge qui est un client BitTorrent un peu plus léger. Azureus c'est du Java, donc il faut quand même avoir une machine qui peut l'afficher. Il est un petit peu long. Maintenant, il est devenu lourd. Donc les serveurs sous Linux. Donc là, on a vu globalement quelques corps de métier. On ne peut pas tout voir évidemment. Et là, on va partir plus sur le professionnel, sur l'entreprise, au niveau du réseau. Donc c'est là que le système informatique totalement open source arrive. Donc on commence par une passerelle qui va nous faire pare-feu pour nous protéger d'Internet. La messagerie avec toutes les boîtes mail gérables en interne. Un réseau privé virtuel qui va nous permettre d'accéder à l'encrypté depuis la maison. Par exemple, le patron qui a oublié de faire certains documents, il va rentrer chez lui, il va faire ça à tête reposée. On a la sauvegarde des serveurs principaux qui se fait dessus et une autre sauvegarde qui part à l'extérieur au cas où l'entreprise brûle. On a toutes les données externalisées. Bon, si c'est une petite panne, c'est pour ça qu'on a une sauvegarde ici. C'est beaucoup plus rapide de ramener
en réseau local que par Internet. C'est une double sécurité. Ensuite, sur les serveurs, on a un contrôleur de domaine, primary domain controller, c'est lui qui va permettre à tous les autres ordinateurs qui ont un compte d'ouvrir une session, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent plus une session à local, ils ouvrent une session sur le serveur. C'est lui qui gère tous les droits de tous les utilisateurs. Donc, pour l'administrateur réseau, c'est intéressant, il fait une configuration avec tous les ordinateurs du réseau la respectent. On peut mettre un standard de téléphone en voix sur IP qui est très puissant, plus puissant que les solutions propriétaires existantes, plus modulable et on retombe avec ce système. Ouais, ouais, ce système, il peut se coupler à d'autres logiciels, donc le standard téléphonique fait partie de l'informatique. Donc après on peut faire de la TOIP où quand on a l'annuaire du client est relié à ça. On a un client qui appelle, on a la fiche du client qui s'ouvre automatiquement, avec les dernières discussions qu'il y a eu, etc. Donc gain de temps énorme, tout de suite dans le sujet. On a des applications comme le partage d'agenda. La secrétaire va pouvoir au téléphone directement, par exemple, voir où la personne avait rendez-vous et renseigner le client. Poser des agendas, gérer des salles de réunion, du matériel, etc. C'est ce que nous présentera Florent après. Un logiciel de gestion de production si l'entreprise fait de la vente, avec relié au site d'e-commerce. Le stock en temps réel va s'afficher aux clients sur le net. Ça fait d'énormes avantages et gestionnaire de toutes les imprimantes de l'entreprise. Donc là, je mettais totalement open source si on est sous Linux, mais vu que le libre cherche toujours à être interopérable, à communiquer avec tout ce qui existe, on peut très bien mettre du Windows, du Mac OS X, voire mettre du vieux Mac, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais il parle aussi AppleTalk, le serveur. Donc pour préparer une migration, en fait, on est obligé de faire un audit sur se poser la question, comme on disait tout à l'heure, est-ce que tous les postes peuvent migrer sous Linux? Je donne l'équivalent on a acheté une grosse commande numérique, le logiciel de pilotage de la commande numérique, il y a peu de chances qu'il y ait un équivalent en libre, surtout si c'est de la petite série. Donc le logiciel qui va piloter la commande numérique, ce serait stupide de le passer sous Linux, sachant que ça ne va pas marcher. Pareil, si l'entreprise, son logiciel phare, c'est AutoCAD ou un logiciel non disponible, là on va laisser les postes sous Windows en attendant de pouvoir migrer. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait un pas dans la migration. On ne peut pas leur mettre un double boot? Les gens, quand ils travaillent, ils aiment bien rester sur le même système. En plus, ça fait deux configurations par poste pour l'administrateur réseau, c'est 2 fois plus de boulot. Ouais. Donc on s'aperçoit que les ordinateurs dédiés à l'administratif, c'est ceux-là qui passent en premier, plus souvent, parce qu'on a tous les équivalents Outlook, Office XP. Après, on a le problème du matériel, il faut faire un audit pour savoir qui est dans l'entreprise, qui est supporté au niveau copieur, imprimante, quitte à faire un serveur d'impression Windows pour les imprimantes qui ne sont pas supportées sous Linux, et relever les faire cohabiter après. Et se renseigner sur les futurs achats. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire l'audit, s'il y a des achats à faire, peut-être réfléchir à regarder si c'est compatible. Donc l'innovation inspirée des effets de Mac OS X, donc c'est les bureaux 3D. Alors ça peut faire gagner du temps dans certaines... Il y a certaines choses qui sont un peu ludiques, on va dire, mais il y a quand même des choses qui peuvent servir quand on a beaucoup d'applications ouvertes. On va voir tout à l'heure, on peut s'en retrouver assez facilement. C'est une représentation imagée des bureaux virtuels Linux que le débutant n'a pas forcément compris, à savoir que là sous Linux, on peut avoir plusieurs bureaux. Là il y en a 2 dans celui-là. Je vais passer avec les effets de bureau.
Donc là, on voit que j'ai 4 bureaux, je peux en mettre plusieurs. Et là, par exemple, j'ai beaucoup de fenêtres. Si je lance ma souris en haut, je peux choisir une application. Donc ça peut être un gain de productivité plus qu'un truc ludique. Après, il existe beaucoup d'autres effets classiques comme ça. Mais ces effets-là, ils sont pas... Ces effets-là, on les trouve. On a un gestionnaire de configuration, on va voir. Donc là, ça permet de retrouver facilement l'application. Voilà, on a compile config setting qui va nous permettre de gérer son profil, profil d'effet, etc. On a une vision sur ce bureau. Bon, ça, c'est plus à la pratique que ça se fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut facilement trouver le truc. Je suis pas allé trop loin. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Juste une remarque par rapport en fait, vous parlez d'AutoCAD qui n'existe pas, vous connaissez le projet OpenCastle? Ça me dit quelque chose, Cascade, mais... Parce que c'est en fait l'histoire, c'est un peu la même histoire que Blender, c'est Euclid, le logiciel de cerveau Euclid, qui était notamment utilisé chez Renault, qui a capoté avec Katia notamment, mais encore Point Ingénieur. Et ils l'ont migré en fait en... J'ai vu ça par hasard, ils l'ont migré en fait en open source aussi en fait. Et donc du coup en fait il est à nouveau activé alors qu'il était mort. Il y a d'autres projets en fait qui se bâtissent par-dessus. Ouais. Je sais pas, c'est quand même des gros logiciels, hein, ça, ils sont quand même complexes avec des cartes, faut de la puissance quoi. Ouais. Mais apparemment c'est très actif quoi. En parlant de puissance là, on s'aperçoit que sous Linux, on a des effets qui tournent relativement bien, c'est assez fluide. Et j'ai pas une énorme config, donc c'est vrai que c'est intéressant de faire, ce sera toujours intéressant de faire tourner des logiciels, comme vous dites, qui sont assez gourmands en processus sous des systèmes Linux qui vont être mieux optimisés. Une meilleure gestion de la mémoire, etc. Sachant que la RAM, ça serait plus rapide sur le PC, ce qui ralentit énormément le PC, c'est disponible. Sur Windows, on va avoir un pseudo-mémoire RAM sur le disque dur qui va largement ralentir le PC, etc. Le système de base de registre, le système est en lui-même mieux conçu, c'est pour ça qu'il a mis du temps à évoluer, surtout au niveau interface graphique, etc. Mais voilà, il reste bien conçu et puis il évolue maintenant très rapidement. Si on regarde les évolutions des derniers systèmes Linux avec Windows, on a plus souvent de nouvelles versions de Linux, etc. et des vraies nouveautés dedans que des nouveautés dans les Windows Vista qui sortent à 3, etc. Oui, c'est vrai que quand on voit le temps où on a été sous Microsoft, enfin depuis que Microsoft existe, et le temps, voilà, Linux c'est 91-92, on commençait les premiers noyaux. Quoi. Ouais. Donc l'évolution est carrément plus rapide. On parle des évolutions de 200%. Dans la présentation que vous avez faite à un moment donné, vous avez montré en fait dans l'informatique d'entreprise un PDC en fait avec du Windows, du Mac et du Ubuntu. Ouais. On peut avoir la même configuration qu'on a avec Windows, c'est-à-dire en fait de ne pas avoir de compte créé sur Ubuntu et de le recevoir en fait par le réseau. C'est possible ça aussi? Ouais. On peut même faire du client léger avec Linux. Hein. Non mais là je parle vraiment en fait dans ce... Non mais ça on peut comme je disais, le logiciel libre essaye d'être compatible avec tout. Ouais, on peut d'ailleurs se quantifier avec Ubuntu sur un domaine. Parce qu'il y a une recherche de compatibilité de l'existant.
ce qui permet de faire des migrations petit à petit par étapes. Parce que nous, en fait, ce qui s'avère, c'est qu'on ne pourra pas en fait remplacer Windows partout. Ouais, notamment en fait des logiciels de comptabilité qui tournent. Ouais. J'ai pas mis dans. On pourrait le rajouter à côté de Token, des logiciels de comptabilité spécifiques, quoique il y en a quelques-uns maintenant qui. Le gros problème, la grosse difficulté, c'est que vous avez peu de support dessus et que les financiers veulent en fait avoir, en plus du logiciel, souvent ils veulent en fait avoir la possibilité de se faire aider. Ça, c'est un discours totalement commercial de la part des éditeurs. C'est-à-dire qu'on a un support virtuel, on paye. Puis quand il y a un problème, on n'a pas plus de support que. Ouais, mais parce que je suis en plein dedans. Ce que je m'aperçois, c'est que la grosse difficulté, c'est que là, on met en fait en compta pour les sites qui ont la possibilité d'avoir, on met Sage. Sage, c'est pas super comme logiciel. Mais par contre, vous avez plein d'entreprises qui sont capables d'aider les financiers à la création des comptes, au règle métier. C'est en dehors de l'informatique. C'est pour ça qu'on est là, nous, sinon on présente pas. Par contre, des gens qui sont certifiés par les commissaires aux comptes et qui connaissent la comptabilité, tout ça, ça ne court pas les rues quand même, sur les logiciels. À savoir que. Oui, mais pour l'instant, c'est pas le cas. À savoir que Bercy eux-mêmes, c'est-à-dire le ministère des Finances, cofinance le développement d'un outil totalement open source qui s'appelle ERP5 et qui, depuis 3 ans, valide ses liasses fiscales à la fois sur la comptabilité publique ou privée et qui permet donc d'avoir une réponse officielle, je dirais même de l'État dans sa propre comptabilité. Mais par contre, c'est un outil qui est très complexe, qui a été aussi conçu pour qu'il y ait des entreprises qui se créent autour, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est un peu ça. On parle de support et tout. Les sociétés comme nous sont en train de foisonner, il y en a de plus en plus. Et donc le support, il existe. Il faut le trouver, mais il existe. Et justement, il n'y a plus un éditeur qui va imposer sa direction. Moi, je ne vous contente pas parce que j'ai pas le niveau sur quelque chose. Vous pouvez changer quand vous voulez. C'est l'avantage du modèle libre. Parce qu'à l'inverse, Sage, ou un site comme ça. Si vous êtes trop petit et que vous avez besoin d'une fonctionnalité en plus, ils vont faire oh. Et puis, du jour au lendemain, s'ils disent on passe en 1500, on supporte plus de 1100, acheter une licence. Ce que va vous présenter Florent tout à l'heure, on a des logiciels qui sont évolutifs et qu'on peut, avec un certain niveau informatique, faire évoluer sans pour autant avoir des certifications, avoir un master d'informatique, être une brute en programmation. On va pouvoir utiliser de l'existant et le paramétrer. Relier des logiciels entre eux pour arriver au service final. C'est une autre façon de voir l'informatique, de ne pas réinventer la roue, mais de prendre de l'existant, des solutions éprouvées, gérées par une communauté au niveau de la fiabilité, et d'arriver à faire une intégration. C'est pour ça que moi je marque intégrateur de solutions libres. Vous êtes combien dans votre entreprise? Moi ça fait 2 ans, je suis tout seul. Un chacun. 3 entreprises maintenant. Je suis tout seul. Je gère tout depuis chez moi, grâce à Linux justement, Internet. En ligne de commande, un client qui m'appelle, faites-moi un nouveau compte, hop. Si je ne lui ai pas fait des scripts pour qu'il le fasse lui-même. Et pour l'instant, je suis la vague du logiciel libre. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était Linux il y a 2 ans, mais maintenant... De plus en plus, il y en a qui s'intéressent. Je vais laisser la parole à Jérôme pour la sécurité.